On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais dans la salle à manger feutrée et dorée à la feuille d'or du Céleste, elle était sur le point d'être servie par une serveuse tenant une bouteille d'eau à 250 €. Dans un coin était assis Julien Moreau, un milliardaire dont l'ego était plus grand que son profil dans Challenge. Dans l'autre, Séraphine Laurent, l'investisseuse la plus discrète et la plus puissante du monde. Mais la personne qui détenait véritablement le pouvoir, c'était la femme dont Julien Moreau venait de se moquer, la femme qui nettoyait sa table. Il avait ridiculisé son accent. Il n'aurait jamais imaginé que quelques minutes plus tard, ce même accent serait la voix qui négocierait son empire tout entier pour le lui arracher. L'air à l'intérieur du Céleste était différent. Il n'était pas seulement filtré. Il semblait organisé. Il sentait le vieil argent, l'huile de truffe blanche et un léger parfum floral qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel d'Hélène Dubois. Hélène connaissait bien cette odeur. Elle la respirait 10 heures par jour, 6 jours par semaine. C'était l'odeur d'un monde qu'elle observait mais ne pouvait toucher. Ce soir-là, l'air était plus épais, chargé d'une tension électrique qui n'avait rien à voir avec la météo. Chaque membre du personnel marchait sur des œufs, la colonne vertébrale droite comme un i, leur sourire professionnel si fermement collé qu'ils ressemblaient à des masques. Ce soir, c'était le dîner Moreau-Laurent. Hélène, époussetant un grain de poussière imaginaire de son tablier noir impeccable, sentit la douleur familière dans ses pieds. Elle était debout depuis 6 heures du matin. D'abord à son travail d'intérimaire en saisie de données, puis une brève session de 2 heures dans la salle informatique de la bibliothèque publique. Et maintenant, ici, à servir des amuse-bouches à des gens qui portaient son salaire annuel à leur poignet. Sa station, la table 12, était la précieuse alcôve, celle avec les croquis originaux de Renoir sur le mur et la vue sur le jardin privé. Et elle était actuellement occupée par Julien Moreau. Moreau était exactement tel que le décrivaient les Échos, un costume agressif, une beauté de prédateur et une impatience qui était une démonstration évidente de pouvoir. Il n'était pas seulement un nouveau riche. Il était une fortune explosive. Sa société, Moreau Global Dynamics, avait englouti le marché de l'aérospatial et de la logistique en 5 ans, bâti sur une fondation d'acquisition impitoyable et d'une plateforme d'IA très médiatisée nommée Odyssée. Il tapota sa montre, une Patek Philippe Nautilus, le cadran bleu 5711, une pièce de battage médiatique à $250 000, et soupira bruyamment. Où est-elle? Lança-t-il à ses 2 associés, une paire de jeunes hommes pâles et silencieux dans des costumes Zegna identiques. Madame Laurent est réputée pour sa ponctualité, Julien. Elle sera là à 20 heures, murmura l'un d'eux. Il est 19h59, dit Moreau. Sa ponctualité est un jeu de pouvoir. Elle me fait attendre. Hélène s'approcha de la table, son plateau d'argent parfaitement équilibré. Elle garda les yeux baissés, ses mouvements fluides et invisibles. C'était le travail. Être un fantôme poli et efficace. « Bonsoir, monsieur, dit-elle, la voix basse et respectueuse. Puis-je vous offrir de l'eau pour la table en attendant? Nous avons une islandaise plate ou une pétillante. » Moreau leva la main, l'interrompant. Il ne l'avait même pas regardé. Il fixait la porte. Oui, bien, peu importe. Hélène s'éclaircit doucement la gorge. Monsieur, votre préférence, pétillante ou plate? Cette fois, il se tourna, ses yeux bleus froids comme de la glace la parcoururent. Il se concentra sur son visage et un lent sourire cruel s'étala sur ses lèvres. Il l'avait entendu, la seule chose qu'elle s'efforçait tant de cacher. Son accent. C'était subtil, mais pour un homme comme Moreau, qui cherchait la faiblesse comme un requin sans le sang, c'était une cible en plein mille. Elle n'avait pas dit pétillante. Elle avait dit pétillante. Le juste une fraction trop long, le R roulant de manière presque imperceptible. C'était le fantôme de Varsovie, le son de la cuisine de sa grand-mère. Moreau se pencha en avant, mettant sa main en coupe derrière son oreille. Pardon. Qu'est-ce que c'était? Pétillante? Il l'imita, exagérant le son, le transformant en quelque chose de brutal et de comique. C'est ce que vous avez dit, pétillante? Ses associés, désespérés de plaire, laissèrent échapper des ricanements nerveux et aigus. Hélène se figea. Une bouffée de chaleur sombre lui monta au cou, lui brûlant les joues. Elle sentit les yeux des autres convives, le regard apitoyé du maître d'hôtel. Elle était exposée. Tout son professionnalisme, son intelligence, ses connaissances de niveau double master effacées. À cette seconde, elle n'était qu'une étrangère. « Apportez-moi juste de l'eau, ma chère, » ricana Moreau, la congédiant d'un geste de la main. « De l'eau du robinet, je m'en fiche. Je doute que vous puissiez vous tromper là-dessus. » Les mains d'Hélène, ses mains qui pouvaient écrire des algorithmes quantiques, se serrèrent en poing à ses côtés, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle garda son visage comme un masque de porcelaine parfait. « Oui, monsieur, » murmura-t-elle.
Tout de suite. Alors qu'elle se tournait, la colonne vertébrale rigide, elle l'entendit marmonner à son équipe. « Mon Dieu, qui embauche-t-il de nos jours ?» Elle ne sait même pas parler la langue. Probablement passée en douce par la frontière. Elle se dirigea vers la station de service, le son de leur rire la suivant comme un coup physique. Elle ne se sentit pas seulement humiliée. Elle sentit une rage froide et précise s'installer dans sa poitrine. C'était un sentiment familier. Mais ce soir, il semblait différent. C'était comme si un circuit se fermait. Elle versa l'eau, ses mains parfaitement stables. Julien Moreau n'avait aucune idée de qui il venait de se moquer. Il n'avait aucune idée que la serveuse maladroite avec un accent était la seule personne au monde à détenir la clé de son avenir tout entier. Il pensait qu'elle lui servait juste de l'eau. Ce n'était pas le cas. Elle lui servait ce qu'il méritait. Hélène Dubois n'était pas son vrai nom. Pas entièrement. Elle était née Ania Wozniak dans un appartement gris et exigu du quartier de Praga à Varsovie. C'était un prodige, une fille des chiffres, une enfant qui voyait le monde non pas en couleur ou en forme, mais en motifs et en probabilités. À 12 ans, elle corrigeait son professeur de physique. À 18 ans, elle avait une bourse complète pour l'école polytechnique, avec une double spécialisation en finance quantique et en mathématiques appliquées. Elle allait être une étoile. Elle allait changer le monde. Elle développait un modèle prédictif, quelque chose qui allait au-delà de la simple IA. Il utilisait les principes de l'intrication quantique pour analyser la volatilité du marché, prédisant les micro-mouvements non pas des minutes, mais des semaines à l'avance. Elle l'appelait le framework Faucon. C'était l'œuvre de sa vie. Puis le désastre. Un appel de la maison. Son jeune frère diagnostiqué avec une maladie auto-immune rare. Les traitements étaient expérimentaux, astronomiques et non couverts par la santé publique polonaise. Son père, un soudeur de chantier naval, avait été licencié. Sa famille était démunie. Ania fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle abandonna ses études. Elle vendit ses livres, encaissa sa bourse et rentra chez elle. Elle fit admettre son frère dans une clinique privée en Allemagne, payant pour cela en vendant ses algorithmes précoces et moins développés sur le dark web à des enchérisseurs anonymes. Cela lui sauva la vie, mais lui coûta son avenir. Quand elle retourna en France des années plus tard, la bourse avait disparu. Son étoile académique avait pâli. Elle n'était qu'une immigrante de plus avec un diplôme à moitié terminé et un besoin désespéré d'envoyer de l'argent à la maison. Alors, elle travailla. Elle travailla dans des cafés. Elle travailla comme vestiaire. Elle travailla comme opératrice de saisie. Et finalement, elle travailla au Céleste, le travail de service le mieux payé de la ville. Mais elle n'arrêta jamais son travail. Dans un minuscule appartement en colocation, sur un serveur qu'elle avait construit elle-même à partir de pièces de récupération, le framework Faucon tournait. Il était plus intelligent maintenant, plus rapide, alimenté par les bribes de données qu'elle glanait pendant ses emplois de jour. Et pour le monde, pour les fonds spéculatifs de la haute finance et les family office secrets, c'était elle qui le dirigeait. Elle était Vance. Vance était une légende, un fantôme dans la machine. Un analyste anonyme qui publiait des livres blancs bimensuels sous un pseudonyme. Les papiers de Vance étaient l'évangile à la défense. Vance avait prédit le micro-crack de 2024 dans les valeurs technologiques. Vance avait mis en garde contre les passifs cachés de l'acquisition d'Evercore. L'analyse de Vance était si précise que la Société Générale avait une prime permanente de 5 millions d'euros pour quiconque pourrait l'identifier. Depuis 6 mois, Hélène, sous le nom de Vance, entretenait une correspondance cryptée et prudente avec une seule personne, Séraphine Laurent. Séraphine, l'oracle de Genève, était à la tête d'Helio Investment Group, un fonds privé si massif qu'il ne mesurait pas ses actifs en milliards, mais en pourcentage du PIB mondial. Séraphine n'investissait pas dans des entreprises. Elle investissait dans des avenirs. Et elle était fascinée par Vance. Elle essayait d'organiser une rencontre pour intégrer Vance en interne. Hélène était terrifiée par cette réunion. Comment pouvait-elle, une serveuse aux ongles ébréchés et à l'accent prononcé, entrer et prétendre être le génie financier de la décennie? Elle avait besoin d'un levier. Elle avait besoin d'un moyen de prouver sa valeur avant qu'il ne la voie. Et maintenant, Julien Moreau était assis à sa table. Elle savait exactement qui il était. Elle avait passé les 3 derniers mois à analyser Moreau Global Dynamics, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que Séraphine Laurent avait demandé à Vance de faire une analyse approfondie de la plateforme d'IA Odyssée de Moreau. Moreau était au Céleste ce soir pour présenter cette plateforme à Laurent. Il cherchait un investissement d'1 milliard d'euros, le dernier tour de financement qui ferait de sa société un titan. Hélène retourna à la table, le visage serein. Elle posa le verre d'eau plate à côté de la main de Julien Moreau. Il ne leva pas les yeux. « Merci », murmura l'un de ses associés. Hélène se tenait près du poste de service,
polissant l'argenterie, apparemment invisible. Mais elle écoutait. Elle regardait. Et elle connaissait un secret. Elle savait que l'IA Odyssey était une fraude. Ce n'était pas seulement défectueux. C'était un château de cartes. Un brillant morceau de marketing enroulé autour d'un algorithme de base prêt à l'emploi qui ne pouvait pas évoluer. Moreau avait falsifié ses mesures de performance. Il avait menti sur sa puissance de traitement. Il avait bâti un empire sur du vent. Et il était sur le point de vendre ce mensonge à la femme la plus intelligente de la finance. Le sang d'Hélène se glaça. C'était sa seule chance. Séraphine était là. Si Moreau, un milliardaire charismatique à la langue bien pendue, concluait cet accord, le fonds de Séraphine serait bloqué. Il n'y aurait plus de place pour Vance. Le mensonge de Moreau réussirait et la vérité d'Hélène resterait silencieuse, à polir de l'argenterie dans un coin. La rage de sa moquerie était toujours là, une braise. Ardente. Mais maintenant, elle était rejointe par autre chose. Le calcul. Julien Moreau avait commis 2 erreurs critiques ce soir-là. La première était de penser qu'il était l'homme le plus intelligent de la pièce. La seconde était de se moquer de la seule personne qui pouvait prouver qu'il ne l'était pas. À 20h01, les lourdes portes en chêne du restaurant s'ouvrirent. Le silence ne tomba pas seulement, il fut aspiré de la pièce. Séraphine Laurent ne fit pas une entrée. Elle arriva simplement. Elle avait la fin de la soixantaine, avec un visage vif et intelligent et des cheveux tirés en un chignon argenté sévère. Elle ne portait aucun bijou, à l'exception d'une simple montre fine. Sa robe noire était élégante, mais ce n'était pas du Chanel ou du Dior. Elle était sur mesure, sévère et totalement quelconque. Elle était l'inverse de Julien Moreau. Il était une supernova de bruit. Elle était un trou noir de puissance silencieuse et indéniable. Le maître d'hôtel, Antoine, qui se déplaçait rarement pour qui que ce soit, glissa pratiquement sur le parquet pour l'accueillir. « Madame Laurent, un plaisir certain. Votre table est prête. »« Merci, Antoine, » dit-elle, sa voix calme mais portant la diction précise du très, très vieil argent. Julien Moreau se leva d'un bond, sa chaise raclant bruyamment le sol. Il afficha un sourire qui n'était que dents. « Séraphine, merveilleux de vous voir. » Il se déplaça pour l'embrasser sur la joue. Séraphine tourna la tête juste légèrement, lui offrant l'air à côté de son oreille. Un rejet subtil et brutal. « Julien, vous allez bien. »« Jamais mieux. »« Jamais mieux » claironna-t-il en tirant sa chaise. Hélène observait depuis sa station. C'était la femme à qui elle avait envoyé des courriels, la légende, et elle était sur le point de se faire escroquer. « Un verre, Madame Laurent ?» demanda Hélène, s'avançant immédiatement. Séraphine leva les yeux vers elle. Ses yeux n'étaient pas froids comme ceux de Moreau. Ils étaient analytiques. C'étaient les yeux d'une personne à qui rien n'échappe. « Juste de l'eau plate, s'il vous plaît. Sans glace. »« Et vous êtes ?»« Hélène, madame. Je serai votre serveuse ce soir. »« Un plaisir, Hélène, » dit Séraphine, lui faisant un petit signe de tête sincère avant de tourner son attention vers Moreau. Julien, voyant Hélène toujours là, agita la main avec mépris. « Oui, oui, allez-vous-en. Nous avons des affaires à discuter. » Hélène se retira, mais elle resta à portée de voix, tout son corps un appareil d'écoute finement réglé. « Alors, » commença Julien en se penchant en avant, sa voix baissant à un ton de conspiration entre titans, « la plateforme Odyssey. Séraphine, ce n'est pas seulement un changeur de jeu, c'est un nouveau jeu. » Il commença son argumentaire. C'était fluide. Hélène devait lui accorder cela. Il était un vendeur phénoménal. Il parla de logistique proactive, de chaînes d'approvisionnement pilotées par l'IA et de modélisation prédictive du marché. Il peignit le tableau d'un monde où Moreau Global Dynamics était le système nerveux central de tout le commerce mondial et son IA était le cerveau. Nous prévoyons une augmentation de l'efficacité de 4 cents % pour toute entreprise qui s'intègre, dit Moreau en faisant glisser un prospectus élégant relié en cuir sur la table. Nos tests de résistance sont, eh bien, ils sont hors normes. Nous l'avons poussé à 10 millions de points de données par seconde, et il ne bronche même pas. Séraphine Laurent écoutait, le visage impassible. Elle mangeait son petit pain avec une précision silencieuse. 10 millions ? demanda-t-elle, la voix neutre. C'est la norme actuelle de l'industrie, Julien. Amazon fait cela depuis des années. Ah, dit Moreau en agitant un doigt. Mais c'est là qu'intervient notre sauce secrète. Nous ne nous contentons pas de traiter les données, nous les anticipons. Nous avons 30 secondes d'avance sur le marché. Toujours. C'est une véritable intelligence artificielle prédictive. Hélène, en remplissant les verres d'eau, faillit ricaner. 30 secondes, un mensonge. Sa plateforme était réactive.
C'était une base de données glorifiée avec une bonne équipe marketing. Son framework Faucon était prédictif de plusieurs semaines. Et votre fournisseur? Demanda Séraphine en tournant une page. Ce NVI Tech? Je ne les connais pas. Votre plateforme entière semble reposer sur leur nouvelle puce de traitement. Propriétaire, Séraphine, complètement propriétaire, dit Moreau en souriant. C'est notre poule aux œufs d'or. Leurs brevets sont blindés. Ils ont trouvé un moyen de réduire les coûts de calcul de moitié. Nous avons un contrat d'exclusivité de 10 ans. C'est le fossé autour de notre château. Hélène sentit son sang se transformer en glace. NVI Tech. Elle connaissait ce nom. Elle n'avait pas seulement analysé Moreau. Elle avait analysé toute sa chaîne d'approvisionnement. Elle savait que son fossé était fait de sable. Elle pouvait voir le récit se dérouler. Séraphine était intéressée mais sceptique. Moreau était un maître pour détourner le scepticisme. Il allait la submerger de charisme et de données falsifiées. Il allait gagner. Hélène regarda Séraphine Laurent, une femme qui, par des courriels anonymes, avait traité Vance avec plus de respect intellectuel que quiconque n'avait jamais montré à Hélène en personne. Elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Elle pensa à son frère. Elle pensa à sa famille. Elle pensa aux années d'humiliation, d'être traitée comme une servante stupide. Elle pensa aux pétillantes moqueurs de Moreau. La décision était prise. Ce n'était pas seulement une question d'affaires. C'était une question de karma. Elle prit la cafetière en argent poli. Il était temps de servir le plat principal. Les plats principaux avaient été servis et débarrassés. Moreau était au dessert, au sens propre comme au figuré. Il mangeait un moelleux au chocolat à 75 € et il livrait le point culminant de son argumentaire. Et donc, quand vous regardez les projections du 4e trimestre, Séraphine, disait-il, un investissement d'1 milliard d'euros maintenant, c'est une valorisation de 10 milliards d'euros d'ici l'année prochaine à la même époque. Ce n'est pas un risque, c'est une garantie. Séraphine tamponna ses lèvres avec une serviette en lin. Votre confiance est remarquable, Julien. Mais vos chiffres sont optimistes. Ils reposent sur une absence totale de friction, de volatilité du marché, de concurrence. La concurrence? Moreau éclata de rire, un son retentissant et arrogant. Qui peut rivaliser? Personne n'a notre IA. Personne n'a NVI Tech. C'était le moment. Hélène sortit de l'ombre. Elle s'approcha de la table, c'est pas silencieux. Un café, Madame Laurent? Monsieur Moreau? Noir, dit Séraphine, sans lever les yeux du prospectus. Un expresso, lança Moreau, la congédiant à nouveau d'un geste. Et faites vite. Hélène revint, son cœur battant un rythme brutal contre ses côtes. C'est ta vie, Anya. Ce moment unique. Elle tenait la lourde cafetière en argent. Sa main tremblait, non pas de peur, mais d'adrénaline. Elle se plaça à côté de Séraphine, versant le café noir. Parfait. Puis elle se déplaça vers Julien. Il regardait Séraphine, son sourire de prédateur en pleine force. C'est l'affaire d'une vie, Séraphine. D'une vie. Hélène, en positionnant la tasse d'expresso, laissa son coude heurter très légèrement le grand verre d'eau glacée, celui que Moreau avait exigé. Ce ne fut pas un déversement violent. Ce fut un déversement précis. Le verre bascula, envoyant une cascade d'eau glacée directement au centre de la table, s'étalant en une tache sombre et rapide sur le lin blanc et trempant le bord du précieux prospectus relié en cuir de Moreau. Qu'est-ce que c'est que ça? Rugit Moreau, bondissant en arrière alors que l'eau clapotait sur son costume à 2000 €. Vous êtes une incapable, une. Mes plus profondes excuses, monsieur Moreau, dit Hélène, la voix aiguë de panique feinte. Elle commença à éponger le désordre avec des serviettes, ses mouvements frénétiques mais efficaces. N'y touchez pas. Vous l'avez ruiné. Cria-t-il. Tout le restaurant les regardait maintenant. Julien, dit Séraphine, sa voix tranchant sa rage comme une perceuse à diamant. Ce n'est que de l'eau. Asseyez-vous. Ce n'est pas que de l'eau. C'est ma présentation. Cette idiote. Je suis tellement désolé, dit Hélène, ses mains tamponnant toujours les pages. Puis, comme si elle venait de le remarquer, elle s'arrêta. Elle pencha la tête, regardant le graphique trempé de la page 12. Oh, ça, c'est un problème. Moreau se figea. Qu'est-ce que vous venez de dire? Hélène pointa son doigt avec son ongle ébréché directement sur la projection du T4. Ceci, monsieur, c'est un problème. Mes excuses. Je ne devrais pas parler. Mais ce graphique, il est faux. Le silence dans la pièce était absolu. Le visage de Julien Moreau passa du rouge au blanc exsangue terrifiant. Ses associés semblaient sur le point de s'évanouir. Vous, murmura-t-il,
la voix tremblante de fureur. Vous êtes viré. Sortez. Sécurité. Attendez, dit Séraphine Laurent. Sa voix était calme, mais c'était un ordre. Elle tourna son regard analytique complet sur Hélène. Qu'avez-vous dit? Hélène se redressa, les mains jointes dans le dos. Le tremblement avait disparu. Elle croisa le regard de Séraphine. J'ai dit, Madame Laurent, que sa projection est fausse. Il suppose un coût de calcul stable de la part de son fournisseur, NVI Tech. Moreau laissa échapper un rire étranglé. Elle est folle. C'est une serveuse. Hélène continua, sa voix claire, l'accent toujours présent, mais maintenant teinté d'une nouvelle autorité tranchante. Il a dit que leurs brevets sont blindés. Ce n'est pas vrai. Mardi dernier, le brevet principal de NVI Tech pour leur processus de fabrication de puces de 3 nanomètres. Il a été invalidé par l'Office européen des brevets. La contestation a été déposée par Samsung. C'était discret, mais c'est un dossier public. Les yeux de Séraphine s'écarquillèrent d'une fraction. Elle sortit un smartphone noir et fin. Ses pouces bougeaient avec une vitesse silencieuse. Hélène insista. Sans ce brevet, NVI Tech ne vaut rien. Leurs coûts de fabrication ne seront pas réduits de moitié. Ils vont tripler. Votre contrat d'exclusivité de 10 ans est maintenant un passif de 10 ans. Votre fossé, Monsieur Moreau. Il est rempli de crocodiles, et ils sont en train de manger votre château. Un des associés de Moreau regardait son propre téléphone. Son visage était cendré. Il regarda Julien et fit un unique signe de tête terrifié. C'est vrai. Mais qui diable êtes-vous? Balbutia Moreau. Mais ce n'est même pas le plus gros problème, dit Hélène, l'ignorant, ne s'adressant qu'à Séraphine. L'IA Odyssée, votre test de résistance à 10 millions de points de données. Vous n'avez pas bronché, vous vous êtes effondré. C'est un mensonge, cria Moreau. Ce n'est pas le cas, dit calmement Hélène. Vous avez falsifié le journal de données. Votre plateforme n'est pas une véritable IA. C'est un algorithme d'arbitrage statistique reconditionné. Il ne peut pas évoluer. Dès qu'il sera intégré dans un système mondial en temps réel, les demandes de données ne seront pas de 10 millions. Elles seront de 10 milliards. Et votre plateforme ne s'effondrera pas seulement, elle créera une boucle d'erreurs récursive qui mettra en faillite toute entreprise qui y est attachée. C'est une bombe à retardement. Séraphine Laurent leva les yeux de son téléphone. Son visage était pâle. Elle avait trouvé la décision sur le brevet. Julien, dit Séraphine, sa voix mortellement douce. Vous étiez en train de me présenter une fraude. Non, Séraphine, écoutez-moi, plaida-t-il, son arrogance se brisant comme du verre. C'est de l'espionnage industriel. C'est une taupe d'Amazon, de Blackstone. Je suis une serveuse, dit Hélène, ici au Céleste. Je suis aussi, ajouta-t-elle, sa voix baissant, celle qui a dit au bureau de Madame Laurent d'enquêter sur NVI Tech en premier lieu. La tête de Séraphine se releva brusquement. Elle fixa Hélène. La fixa vraiment, le front haut et intelligent, les yeux vifs et calculateurs qui contenaient de l'énergie. Le courriel, souffla Séraphine. Celui sur la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement, c'était de Vance. Hélène croisa son regard. La partie était terminée. Il était temps de montrer son jeu. Vance n'est pas un homme, Madame Laurent. Hélène plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit une simple clé USB usée. Celle qui était attachée à sa clé de casier. Monsieur Moreau a essayé d'embaucher Vance. Il a échoué. Il a essayé d'imiter le travail de Vance. Vous pouvez voir à quel point cela a bien fonctionné. Elle posa la clé USB sur la table, juste à côté du moelleux au chocolat, à 75 €. Je m'appelle Hélène Dubois. J'estime Vance, dit-elle, le polonais lui échappant, non plus de honte, mais comme une affirmation de fait. Je suis Vance, et vous, monsieur Moreau, vous avez très mal présenté mon travail à ma partenaire commerciale potentielle. Maintenant, quelqu'un voudrait-il un autre café? Les 60 secondes suivantes parurent une éternité. Julien Moreau regarda de la clé USB au visage d'Hélène, son cerveau physiquement incapable de comprendre ce qui se passait. Il ressemblait à une statue d'arrogance frappée par la foudre. C'est une blague, balbutia-t-il, sa voix se brisant. Un coup monté. Vous n'êtes personne. Vous êtes une fille du vestiaire. Une Polaque avec un plateau. L'insulte flotta dans l'air, laide et venimeuse. Hélène ne sia pas. Elle regarda simplement Séraphine Laurent, qui n'avait pas quitté Hélène des yeux. L'esprit de Séraphine fonctionnait à 1000 km/h, recalibrant tout. Cela changeait le monde. Madame Dubois, dit Séraphine, sa voix un instrument précis. Cette clé contient le framework Faucon, dit Hélène.
pas un argumentaire de vente. L'algorithme fonctionnel, le vrai, celui qui peut traiter 10 milliards de points de données par seconde. Celui qui ne prédit pas seulement à 30 secondes, mais à 30 jours. Celui que M. Moreau a essayé de copier et n'a pas réussi à comprendre. Elle ment, hurla Julien. Il se jeta sur la table. Pas sur Hélène, mais sur la clé USB. C'est à moi. C'est propriétaire. C'est. Sa main n'y parvint jamais. Séraphine Laurent, avec la vitesse d'un serpent qui frappe, plaça sa propre main à plat sur la clé. Non, Julien, dit-elle. Sa voix n'était plus douce. C'était le son d'une porte de coffre-fort qui se fermait. Ce n'est pas le cas. Elle le regarda, et pour la première fois, Hélène vit une fureur froide et brute dans les yeux de la femme plus âgée. Vous êtes entré dans ce restaurant ce soir, vous vous êtes assis à ma table, et vous m'avez présenté une proposition frauduleuse d'1 milliard de dollars. Vous ne m'avez pas seulement menti, vous avez sous-estimé mon intelligence et la sienne. Elle fit un signe de tête à son associé, qui était déjà au téléphone, probablement avec son équipe juridique. Séraphine, s'il vous plaît, supplia Julien. La fanfaronnade avait disparu. Il n'était plus qu'un homme terrifié dans un costume cher. C'était juste une projection optimiste. Une erreur d'arrondi. Nous pouvons régler le problème de NVI Tech. Nous pouvons l'acheter. Combien voulez-vous? Il se tourna vers Hélène. Son portefeuille à moitié sorti. 100 000. 1 million. Dites votre prix. Taisez-vous. Hélène faillit rire. C'était un son amer et froid. 1 million. Monsieur Moreau, votre société Moreau Global Dynamics est actuellement endettée à un ratio de 12:1. Vous avez un paiement ballon dû à BNP Paribas dans 60 jours pour 800 millions d'euros. Votre plateforme Odyssée était votre dernière tentative désespérée pour lever les capitaux nécessaires pour le couvrir. Sans le milliard de Madame Laurent, votre entreprise est insolvable. Elle ne vaut rien. Julien Moreau s'effondra sur sa chaise comme si elle avait physiquement frappé à l'estomac. Chaque mot était vrai. Elle venait de lire son éloge funèbre. Séraphine Laurent se leva. Elle ramassa la clé USB. Elle regarda ensuite Antoine, le maître d'hôtel qui planait à proximité, son visage un masque d'horreur professionnelle. « Antoine, dit Séraphine, un salon privé s'il vous plaît, pour moi-même et Madame Dubois. »« Bien sûr, Madame Laurent, le salon cognac. »« Et Monsieur Moreau, dit Séraphine en regardant l'homme brisé, s'en va. »« Il s'en va » murmura-t-il. « Dehors, dit-elle. Ce n'était pas une demande. Votre réunion est terminée. Votre présentation a été un échec. Et si jamais vous me parlez ou parlez de Madame Dubois à nouveau, mon équipe juridique chez Gilles Loiret-Nouel se familiarisera intimement avec votre prospectus frauduleux. Je ne vais pas seulement vous ruiner, Julien. Je vais vous liquider. Suis-je clair? Julien, le visage de la couleur d'un vieux parchemin, se leva lentement, péniblement. Ses deux associés reculaient déjà, essayant de se dissocier de la zone de déflagration. Il regarda Hélène, ses yeux contenant un univers de haine. « Je crois que vous avez demandé l'addition, monsieur, dit Hélène, la voix parfaitement polie. » Il se tourna et, pour la première fois de sa vie, Julien Moreau s'enfuit. Il trébucha à travers la salle à manger, dépassant les clients silencieux qui le dévisageaient, et franchit les portes en chaîne, un homme ruiné. Il y eut un moment de silence. Hélène se tenait immobile dans son tablier, la cafetière toujours à la main. Séraphine Laurent se tourna vers elle. Un très petit sourire, très dangereux, effleura ses lèvres. « Madame Dubois, allons-y » Hélène baissa les yeux sur son uniforme. « Madame Laurent. Je suis encore en service. » Séraphine gloussa. Un son sec et bruissant. « Oh, je ne pense pas, ma chère. Je pense que vous venez d'acheter l'horloge. » Le salon cognac était petit, lambrissé de riches acajou sombres, et sentait le vieux cuir et le brandy encore plus vieux. C'était une pièce où les fortunes se faisaient ou se perdaient. Séraphine Laurent s'assit dans l'un des fauteuils en cuir à haut dossier. Hélène s'assit en face d'elle, toujours dans son uniforme noir et blanc. La juxtaposition était frappante. Séraphine avait branché la clé USB sur son ordinateur portable incroyablement fin. Pendant 10 minutes, elle ne dit rien. Le seul son était le clic doux de son trackpad. Hélène ne parla pas. Elle attendit simplement. Elle avait montré son jeu. Maintenant, le marché devait réagir. Le visage de Séraphine était une étude de concentration. Elle ne regardait pas seulement des données. Elle les absorbait. Elle naviguait dans le code d'Hélène, ses yeux balayant des lignes d'un algorithme si complexe qu'il aurait fallu 1 an à la plupart des professeurs de Polytechnique pour le comprendre. Elle vit le framework d'intrication quantique.
Elle vit la modélisation prédictive. Elle vit les backtests sur 30 ans de données de marché. Elle vit qu'il n'avait pas seulement prédit le micro-crack de 2024. Il avait prédit la crise financière de 2008. Finalement, elle ferma l'ordinateur portable. Elle se pencha en arrière et joignit ses doigts, fixant Hélène comme si elle la voyait pour la première fois. « Ceci, dit Séraphine, la voix basse de quelque chose qu'Hélène reconnut comme de l'admiration, n'est pas un algorithme, Madame Dubois. C'est une nouvelle forme de vision. C'est un télescope financier. Vous n'avez pas seulement construit une meilleure plateforme Odyssée. Vous avez construit, vous avez construit l'Odyssée. Je l'appelle Faucon, dit Hélène doucement. Un nom approprié, un oiseau de proie. Il voit sa cible à des kilomètres de distance. Séraphine fit une pause. Julien Moreau voulait 1 milliard d'euros pour un mensonge. Votre vérité. Qu'est-ce que cela vaut pour vous? C'était la question. La négociation. Toute la vie d'Hélène avait mené à ce moment. Elle prit une profonde inspiration et les dernières traces de la serveuse timide à l'accent prononcé s'évaporèrent. La PDG de Vence était maintenant dans la pièce. Il ne s'agit pas de valeur, Madame Laurent. Il s'agit d'application. Je ne veux pas le vendre. Je veux un partenaire. Un partenaire, répéta Séraphine en hochant la tête. Helios Investment Group serait prêt à acquérir le framework Faucon purement et simplement. Nous pouvons créer une fiducie pour vous. Vous seriez l'une des femmes les plus riches du monde au lever du soleil. Vous n'auriez plus jamais à servir de café. Hélène secoua la tête. Non, merci. Mais non. On n'achète pas un Picasso pour l'enfermer dans un coffre-fort. On construit un musée autour de lui. Je ne vends pas mon Picasso. Je cherche un cofondateur pour construire le musée. Séraphine sourit. Vous voulez entrer? Je veux entrer, confirma Hélène. Je veux lancer Helio Vence Quantum, une nouvelle division de votre entreprise dirigée par moi, financée par vous. Nous n'utiliserons pas seulement Faucon pour vos propres investissements. Nous le concéderons sous licence. Nous deviendrons le nouveau système d'exploitation de toute la finance mondiale. Nous serons ceux qui vendent les pelles dans la nouvelle ruée vers l'or. Séraphine était impressionnée. Un modèle de licence. Audacieux. Vous parlez de restructurer la défense. La défense se restructure elle-même tous les jours, contra Hélène. Je lui offre juste un plan directeur. J'ai besoin de vos capitaux, de votre infrastructure et de votre nom. Vous avez besoin de mon code. Et les termes de ce partenariat? 50-50, dit Hélène sans ciller. Séraphine haussa un sourcil parfaitement dessiné. Un partage à 50-50 pour une inconnue, pardonnez-moi, une ex-serveuse avec un diplôme inachevé. Vous avez vu le code, Madame Laurent, dit Hélène, la voix ferme. Le diplôme n'a pas d'importance. Le tablier n'a pas d'importance. Le code est tout ce qui compte. 50-50. Je suis le produit. Vous êtes la plateforme. Nous sommes égales. Elles se regardèrent pendant une longue minute silencieuse. C'était une bataille de volonté. Deux esprits titanesques et forts qui s'affrontaient. Finalement, Séraphine rompit le silence. Non. Le cœur d'Hélène se serra. Avait-elle surjoué? Pas 50-50, dit Séraphine, une lueur dans l'œil. Je vous donnerai 51%. Hélène la fixa, confuse. Quoi? Pourquoi? Parce que, Madame Dubois, dit Séraphine, j'ai 68 ans. Je cherche une successeur, pas seulement une partenaire. Je veux que vous ayez la participation de contrôle parce que je veux que vous ayez l'autorité de protéger votre création. J'ai appris une chose dans ma vie. Le créateur doit toujours avoir le contrôle. Je n'investis pas dans un algorithme. J'investis en vous. Et j'ai besoin que vous soyez entièrement, indéniablement en charge. Hélène sentit une vague de vertige. 51% de participation de contrôle. Alors, continua Séraphine, nous avons un accord. Helio Vence Quantum. Je demanderai à mon équipe juridique de Gide de rédiger les documents d'ici demain matin. Mon jet personnel vous emmènera à Genève demain. Vous aurez besoin d'une nouvelle garde-robe. Oui, souffla Hélène. Oui, merci. Et je veux une chose de plus. Vous avez déjà le royaume, ma chère. Que reste-t-il? Hélène regarda la femme qui venait de changer sa vie. Je veux Moreau Global Dynamics. Séraphine cligna des yeux, surprise. L'entreprise de Moreau? Pourquoi? C'est une coquille vide. Comme vous l'avez dit, elle est insolvable. Elle ne vaut rien. Elle n'est pas complètement sans valeur, dit Hélène, un sourire froid et calculateur jouant sur ses lèvres. Elle a une infrastructure. Elle a 5000 employés.
Elle a des contrats aérospatiaux avec le gouvernement qui sont toujours valides. Et plus important encore, dès demain matin, lorsque les Échos recevront une information anonyme sur NVI Tech et un certain argumentaire frauduleux, son action se négociera pour quelques centimes. Elle est surendettée, ce qui signifie que BNP Paribas sera désespéré de vendre la dette. Nous n'achèterons pas l'entreprise, Madame Laurent, nous achèterons sa dette pour des centimes d'euros. Nous acquérons une entreprise de 5 milliards d'euros pour moins de 500 millions. Et pourquoi ? Demanda Séraphine, voyant déjà la réponse. Parce que, dit Hélène en se levant, les fantômes de Varsovie, de Polytechnique et de 1000 moments humiliants convergeant en ce point de victoire parfait, je veux son bureau. Je veux son fauteuil et je veux qu'il sache que c'est moi qui suis assise dedans. Séraphine Laurent rejeta la tête en arrière et rit. C'était un son fort, joyeux et terrifiant. Oh, Madame Dubois, cela va être le plus amusant que j'ai eu en 30 ans. 4 semaines plus tard, le monde financier était encore sous le choc. L'histoire était devenue une légende, répétée dans chaque salle de conseil et sur chaque parquet de bourse. Le titre des Échos avait été explosif. L'oracle et le fantôme. Comment une serveuse a renversé un titan et lancé une révolution quantique. L'article détaillait l'effondrement spectaculaire et nocturne de Morrow Global Dynamics. Comme Hélène l'avait prédit, la nouvelle de l'invalidation du brevet de NVI Tech, couplée aux rumeurs d'un pitch d'investisseurs frauduleux, avait envoyé l'action dans une spirale mortelle. BNP Paribas avait paniqué et exigé le remboursement de son prêt de 800 millions d'euros. L'entreprise fut mise en redressement judiciaire immédiat et tout aussi discrètement, une entité nouvellement formée, Helio Vance Quantum, intervint et racheta l'intégralité du portefeuille de dette, prenant ainsi possession de tout. La salle de conseil principale de Morrow Global Dynamics se trouvait au 80e étage, une monstruosité de verre et d'acier surplombant la ville. Le nom sur la porte en verre dépoli était déjà en train d'être gratté, un nouveau étant poché à sa place. Les membres restants du conseil d'administration, les mêmes qui avaient servi Julien Moreau, les mêmes qui avaient ricané à l'accent d'Hélène, étaient rassemblés autour de la table massive en onyx noir. Ils étaient terrifiés. Ils avaient été convoqués par la nouvelle propriétaire, la mystérieuse Vance, dont l'identité avait été le secret le mieux gardé de l'acquisition. Les portes s'ouvrirent. Hélène Dubois entra. Elle ne portait pas de tablier. Elle portait un tailleur Armani sur mesure, de la couleur d'un nuage d'orage. Ses cheveux étaient tirés en arrière, révélant les lignes vives et intelligentes de son visage. Elle ne portait aucun bijou, à l'exception de la simple montre de Séraphine Laurent. Elle marchait avec une grâce silencieuse et mortelle. Les membres du conseil la dévisagèrent, la bouche ouverte. Ils la reconnurent. C'était la serveuse. « Bonjour, messieurs », dit Hélène. Sa voix était la même. La légère trace mélodique de la Pologne était toujours là, mais ce n'était plus le son de la honte. C'était le son du commandement. « Vous. » Un des membres du conseil, un homme nommé Henri, balbutia. « Ce n'est pas possible. »« Veuillez vous asseoir, » dit Hélène, prenant le seul fauteuil semblable à un trône à la tête de la table. Le fauteuil de Julien Moreau. Il était confortable. À ce moment, une porte latérale s'ouvrit et Julien Moreau fut escorté par 2 gardes de sécurité. Il n'était que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Son costume était froissé, ses yeux injectés de sang et il ne s'était pas rasé. Il était là, comme l'exigeait le redressement, pour signer les derniers papiers de transfert. Il vit Hélène dans son fauteuil et s'arrêta net. Les gardes de sécurité le poussèrent en avant. « Signez les papiers, Julien, » dit Hélène, la voix douce. Il trébucha vers la table, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine tenir le stylo. Il la regarda, les yeux brûlants d'une haine désespérée et pathétique. « Vous m'avez ruiné. Vous avez tout pris. » Hélène se pencha en avant, son regard inflexible. « Laissez-moi être précise, Julien. Je n'ai rien pris. Vous l'avez donné. Vous l'avez donné quand vous avez construit une entreprise sur un mensonge. Vous l'avez donné quand vous avez falsifié vos données. Et vous l'avez donné ce soir-là au Céleste en renversant de l'eau. » Il ricana, sa voix un râle. « Non, » dit Hélène, sa voix baissant. « En vous moquant d'une personne que vous pensiez inférieure à vous. Votre arrogance était votre faille. Votre fraude était l'accélérateur. J'ai juste servi l'addition. » Elle désigna le papier. « Signé. » Avec un sanglot de rage gutturale, Julien Moreau griffonna son nom, signant l'abandon de son empire. « Faites-le sortir, » dit Hélène aux gardes. Alors qu'il entraînait, il eut un dernier mot d'adieu. « Ils ne vous respecteront jamais. Vous n'êtes qu'une. » Mais il ne put même pas finir l'insulte. Les portes se fermèrent et il disparut. Hélène Dubois se retourna vers le conseil silencieux et terrifié. « Messieurs,
dit-elle en ouvrant son nouvel ordinateur portable, celui qui faisait tourner le framework Faucon. Julien Moreau avait tort. Il disait que son entreprise était l'avenir. Il se trompait. Nous le sommes. Elle afficha un nouveau logo à l'écran. Helio Vance Quantum. Il était dans le commerce des mensonges. Nous sommes dans le commerce de la vérité. Il essayait de vendre un algorithme défectueux. Nous allons vendre la nouvelle norme. Vos anciens emplois sont sans importance. Vos anciens titres ont disparu. À partir de ce moment, ce n'est plus une entreprise de logistique. C'est le premier laboratoire de finance quantique au monde. Elle regarda chacun d'entre eux. Certains d'entre vous resteront. Les ingénieurs, les scientifiques des données, ceux qui travaillent vraiment. Elle regarda Henri. Les lèche-bottes, les béni-oui-oui, ceux qui riaient de ses blagues, vous pouvez prendre vos affaires. Henri devint blanc. Vous ne pouvez pas. Je viens de le faire, dit Hélène. Maintenant, pour ceux qui restent, nous avons beaucoup de travail à faire. Parlons de véritable innovation. Elle commença à parler et ils l'écoutèrent. Ils écoutèrent l'accent qui avait été autrefois une source de moquerie et ils entendirent le son de l'avenir. 6 mois plus tard, le bureau du 80e étage était méconnaissable. La table en onyx sombre et lourde avait disparu, remplacée par des postes de travail en verre intelligent et des murs de visualisation de données. Le bureau était lumineux, bruyant et vibrant d'énergie. Helio Vance Quantum était devenu en 6 mois la société privée la plus précieuse au monde. Sa plateforme Faucon était adoptée par les gouvernements et les fonds spéculatifs. Hélène Dubois se tenait près des baies vitrées, regardant la ville. Elle était au téléphone, sa conversation un mélange rapide d'anglais et de polonais, coordonnant avec son nouveau centre de données à Varsovie. Elle avait installé toute sa famille dans une belle maison au bord de la Vistule et son frère, maintenant en bonne santé, dirigeait sa division philanthropique européenne. Dien d'Aubry, dit-elle. Oui, autorisez le partenariat avec le CERN. Je veux ces données, dit Cuge. Elle raccrocha alors que Séraphine Laurent entrait, tenant 2 tasses de café. Séraphine ne venait pas souvent, mais quand elle le faisait, elle venait en amie. Je vous ai apporté un vrai café, dit Séraphine, tendant à Hélène un simple gobelet en carton. Pas cette boue de votre machine sophistiquée. Merci, Séraphine, dit Hélène en souriant et en l'acceptant. Vous avez l'air fatiguée, nota Séraphine. Nous venons de sauver la bourse de Tokyo d'un krach éclair, dit Hélène avec un haussement d'épaule. Juste un mardi. Séraphine rit. J'ai lu votre discours de remise des diplômes à Polytechnique. Votre origine n'est pas votre destin. Votre esprit l'est. Très bien. Je ne faisais que dire la vérité. C'est ce que vous faites de mieux, dit Séraphine. Elle désigna la fenêtre. On est loin du céleste. Hélène baissa les yeux. De cette hauteur, la ville ressemblait à un circuit imprimé. Elle pouvait à peine distinguer la petite rue exclusive où se trouvait le restaurant. J'y vais encore, dit Hélène doucement. Vraiment ? Demanda Séraphine, surprise. Pour vous vanter. Non, dit Hélène. J'y vais pour me souvenir. Je m'assois à une petite table. Je commande un café et je donne un pourboire. Je donne un très, très bon pourboire. Elle sirota son café, les lumières de sa propre entreprise se reflétant dans ses yeux. Le fantôme de Praga était maintenant la reine de la tour de verre. Il y a une nouvelle serveuse là-bas, dit Hélène, un petit sourire privé sur son visage. Elle vient du Portugal. Elle économise pour ses études de médecine. Son accent est très prononcé. Et ? Demanda Séraphine. Et ? Dit Hélène en se détournant de la fenêtre, son regard vif et concentré. Je viens de financer une bourse complète à l'Institut Pasteur à son nom. Parce que comme vous l'avez dit, Séraphine, je ne suis pas dans le commerce d'investir dans des algorithmes. Je suis dans le commerce d'investir dans les gens. Séraphine sourit, levant son gobelet en carton. À cela, Madame Dubois. À cela, répondit Hélène en levant le sien. Cela faisait 2 ans, jour pour jour, depuis le dîner Moreau-Laurent. Le Céleste était comme toujours un temple feutré de richesse tranquille. Le personnel était le même. L'éclairage était le même. Les croquis de Renoir sur le mur étaient les mêmes. La seule différence était le nom en haut de la liste des personnes les plus respectées dans tous les journaux financiers. Hélène Dubois. Hélène était assise à la table 12. Elle n'était pas là pour une réunion. Elle n'était pas là pour se remémorer. Elle attendait. Elle sirota son eau plate, la même marque islandaise, et semblait parfaitement à l'aise. Antoine, le maître d'hôtel, s'approcha d'elle, non pas avec la déférence qu'il montrait aux milliardaires, mais avec la chaleur sincère réservée à une bienfaitrice. Helio Vance Quantum finançait désormais l'intégralité du plan de santé et de retraite des employés du restaurant. Madame Dubois,
elle termine juste son dernier service. Elle est assez émue, dit doucement Antoine. C'est un grand jour, convint Hélène. Merci, Antoine. Et mon autre invité est arrivé. Séraphine Laurent, exactement comme elle était 2 ans auparavant, se glissa dans la banquette en face d'Hélène. Je suis en retard. Le framework Faucon a trouvé une anomalie sur le marché de Hong Kong. Nous venons d'éviter une perte de 40 milliards de dollars pour nos clients. Juste un autre mardi, dit Hélène en souriant. Elles trinquèrent avec leur verre d'eau. Êtes-vous sûr de cela, Hélène ? Demanda Séraphine, ses yeux parcourant les lignes de la pièce. Venir ici, ça doit raviver des souvenirs. C'est le cas, dit Hélène, la voix égale. C'est un rappel qu'une pièce n'est qu'une pièce. Ce sont les gens qui s'y trouvent qui détiennent le pouvoir, et le pouvoir peut changer de place. Pendant qu'elle parlait, une jeune femme s'approcha de la table, ses mains tordant nerveusement la sangle d'une nouvelle sacoche en cuir. C'était Maria, la serveuse du Portugal. Elle n'était plus en uniforme. Elle portait un blazer impeccable et un jean, ses yeux brillants et terrifiés. « Madame Dubois, Madame Laurent, je suis prête, » dit Maria, la voix tremblante, son accent était prononcé, beau et plein d'espoir. « Vous n'êtes plus une serveuse, Maria, » dit doucement Hélène en se levant. « Vous êtes la promotion 2029 de l'Institut Pasteur. Vous êtes une chercheuse en biomédecine. Vous allez guérir la maladie qui a emporté votre père. Vous ne le savez tout simplement pas encore. » Les yeux de Maria s'emplirent de larmes. « Comment pourrais-je jamais ? » « Obrigada. » « Vous me rembourserez, » dit Hélène en posant une main sur son épaule, en travaillant plus dur que tout le monde. « Ils vous sous-estimeront. Ils entendront votre accent et vous rejetteront. Laissez-les faire. Votre esprit est votre arme. Soyez plus vive. Soyez plus rapide. Et ayez raison. »« Oui, madame, » murmura Maria, sa colonne vertébrale se redressant. « Bien. Mon chauffeur vous attend pour vous emmener à l'aéroport, » dit Hélène. « Envoyez-moi un mot quand vous atterrirez. » Maria hocha la tête, jeta un dernier regard reconnaissant et larmoyant, et sortit par les portes en chaîne, non pas comme une servante, mais comme une invitée partant pour une nouvelle vie. Hélène se rassit. « Ça, » dit Séraphine, « c'est un meilleur investissement que n'importe quel algorithme. »« C'est le même investissement, » répondit Hélène. « Trouver du potentiel là où personne d'autre ne prend la peine de regarder. » Alors que Séraphine commençait à discuter des données de Hong Kong, le regard d'Hélène dériva vers l'extérieur. Dans la rue, un homme en costume froissé et mal ajusté se disputait avec un chauffeur de taxi. Il avait l'air hagard, vieilli de 10 ans. Sa voix était forte, odieuse et pâteuse. C'était Julien Moreau. Il avait tout perdu. Après l'acquisition, il avait été accusé de fraude sur les valeurs mobilières, avait purgé 6 mois dans une prison à faible sécurité et était maintenant un paria. Personne ne voulait le financer. Personne ne prenait même ses appels. Il en était réduit à crier sur des chauffeurs de taxi qui n'acceptaient pas sa carte de crédit. Il leva les yeux et pendant une seconde horrifiante, son regard croisa celui d'Hélène à travers la vitre. Il ne la reconnut pas. Pour lui, elle n'était qu'une autre femme riche assise dans un restaurant où il ne pouvait plus entrer. Il ne pouvait pas voir la serveuse dont il s'était moqué. Il voyait juste une autre personne dans le monde qu'il avait laissée derrière. Il gronda, se tourna et disparut dans la foule, un fantôme de sa propre création. Hélène se retourna vers Séraphine. Le moment était passé. Il n'était rien. Alors, dit Hélène en sortant son ordinateur portable de son sac, cette anomalie à Hong Kong. Jetons un œil. Je pense que je vois un schéma. Elle commença à taper, ses doigts volant sur le clavier. L'accent était son passé. L'algorithme était son présent. Et l'avenir était entièrement à elle. C'est l'incroyable histoire d'Hélène Dubois. C'est un puissant rappel que la valeur d'une personne n'est pas définie par son travail, ses vêtements ou sa façon de parler. Julien Moreau a regardé une serveuse et a vu quelqu'un d'invisible, quelqu'un dont on peut se moquer. Il n'a jamais réalisé qu'il regardait la seule personne qui tenait son monde entier entre ses mains. Il a vu un accent comme un signe de faiblesse. Elle a prouvé que c'était un symbole de son parcours, de sa résilience et de son génie inégalé. La prochaine fois que vous serez tenté de juger quelqu'un sur les apparences, souvenez-vous d'Hélène. Vous ne savez jamais si la personne qui vous verse votre café est celle qui pourrait acheter tout l'immeuble. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Hélène ? Quel a été votre rebondissement préféré ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons tous. Et si vous aimez les histoires où le karma et l'intelligence l'emportent, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et de vous abonner à notre chaîne pour plus de drames de la vie réelle chaque semaine. Cliquez sur cette cloche pour ne jamais manquer une mise à jour.